Joshua ne peut pas me supporter. Je suis sourde, et pourtant il me chuchote tout le temps à l'oreille. Avant, je pensais qu'il m'insultait. Jusqu'au jour où il m'a mis un appareil auditif et a murmuré tout près de mon oreille. Ne te cache pas. Dis que tu m'aimes aussi. Après un vertige, j'ai rouvert les yeux. La scène n'était plus maculée de sang. À la place, il y avait Joshua, sans aucune blessure au torse. Plus précisément, le Joshua d'il y a 10 ans. C'était un après-midi de début de printemps. La lumière chaude et jaune du soleil filtrait à travers la vitre et l'éclairait. Ses traits respiraient la fougue et la vie. Tellement différent du souvenir de son corps gisant dans une mare de sang. Autour de nous résonnaient les moqueries d'une foule. Joshua s'est approché de quelques pas. Il a levé la main et a saisi une lettre d'amour. D'un air impassible, il a demandé « Une lettre d'amour pour Jessica ?» De ma part ? Quelle blague ! Le papier fragile s'est froissé dans sa large paume. Cette lettre non signée, jamais envoyée, a fini à la poubelle. Ils insistent sur le fait que c'est ton écriture, a dit Maria, la beauté du lycée, d'un air frustré. Chaque fois qu'elle parlait de moi, ses mots étaient chargés de mépris. Jessica, une fille sourde, comment Joshua pourrait-il lui écrire une lettre d'amour ? J'ai baissé les yeux sur la date affichée sur ma montre, 15 avril 2014. J'ai été comme foudroyée. Quelques minutes plus tôt, j'étais encore le 12 février 2024. Avec le Joshua de 30 ans. Tout a commencé cette nuit-là, en 2024. À l'approche des vacances du Nouvel An, j'ai finalisé ma démission et acheté un billet pour retourner à la villa. Dans la chambre silencieuse. J'ai plié mon dernier vêtement et l'ai rangé soigneusement dans un coin de ma valise. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Jacques disait, après le diplôme, chacun a suivi sa route. Et si on se retrouvait tous pendant les vacances ? Soudain prise d'une soif, je suis allée chercher un verre d'eau. C'est là que j'ai vu le message suivant de Jacques. Joshua, tu seras disponible pour la réunion ? En voyant ce nom apparaître à l'improviste, mes doigts qui touchaient le verre se sont mis à trembler. Avec un bruit sec, le verre est tombé et s'est brisé en 1000 morceaux. Parmi le flot de messages sur Instagram, la personne avec un robinier en photo de profil n'est pas apparue. Je me suis accroupie pour ramasser les débris. En me relevant, j'ai vu le message de Maria. Joshua est super occupé en ce moment, même moi, je n'arrive pas à le joindre. L'un de nous représentera les deux. La conversation de groupe sur Instagram a explosé. Oh mon Dieu, tu sors avec Joshua. Et s'il était en train de préparer une demande en mariage surprise ? J'ai entendu dire que Joshua a encore gagné un prix pour une de ses toiles, apparemment intitulée « Lettre d'amour secrète ». Ce tableau devait être un portrait de Maria, c'est tellement romantique. Quand vous fixerez la date du mariage, n'oubliez pas de nous le dire. J'ai arrêté de lire et j'ai repris ma valise. Puis j'ai reçu un appel de ma meilleure amie, Lucie. « Jessica, tu es sûre de vouloir retourner à la villa ?» m'a-t-elle demandé. Elle a marqué une pause, puis a ajouté avec précaution. J'ai entendu dire que cette personne est sortie de prison il y a 4 ans. Et s'il apprend que tu es de retour ? J'ai soupiré. Il faut bien que j'y retourne un jour. Je ne peux pas me cacher de lui éternellement. La soirée des anciens était réservée dans un restaurant appelé Le Mystère. Lucie m'a envoyé un message pour me le rappeler. Salle 4014, ne te perds pas. Dépêche-toi, il y a une surprise. L'ascenseur m'emportait depuis le rez-de-chaussée. J'ai tapé en réponse, quelle surprise. Mais le réseau était mauvais dans l'ascenseur. Quand le message s'est enfin affiché comme envoyé, l'ascenseur s'était déjà arrêté au 4e étage. J'ai rangé mon téléphone et je suis sortie. Puis j'ai levé les yeux, et il était là, Joshua, debout près de la fenêtre. Je me suis arrêtée, à quelques pas de lui. Nos regards se sont croisés. Il a levé ses doigts fins pour porter à ses lèvres une cigarette presque consumée. La faible lumière de l'ascenseur laissait voir les veines de sa main, claires, teintées d'un bleu vert. Ce qui, étrangement, m'a rappelé un certain printemps, des années auparavant. Une pluie sans fin. Les marches en pierre devant notre maison s'étaient couvertes de mousse à cause de l'humidité. Même en marchant prudemment, je laissais toujours une traînée de boue derrière moi. Une traînée qui partait de mes pieds pour s'enfoncer au plus profond de mon cœur. Perdu dans mes pensées, j'ai vu Joshua jeter sa cigarette dans la poubelle. Puis, il m'a regardé et a signé quelque chose. Cela signifiait « Ça fait longtemps, Jessica ». Je me suis soudain souvenu qu'il y a 10 ans, Joshua ne connaissait rien à la langue des signes. Pour communiquer avec moi, il prenait en photo les gestes de notre professeur de langue des signes. Puis il apprenait en comparant les photos et en bougeant ses doigts. Ses mouvements étaient maladroits et lents.
Cachant ma main dans la poche de mon manteau, je l'ai serrée en un poing. D'une voix rauque, j'ai dit, je porte un appareil auditif. Je peux t'entendre. Joshua a légèrement penché la tête, son regard posé sur mon profil. En voyant mon appareil auditif, son expression est devenue difficile à déchiffrer. Jessica. Il a prononcé mon nom doucement, comme s'il allait ajouter quelque chose. Ding, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Et puis quelqu'un a appelé, Joshua. Tu attends depuis longtemps ? Maria est passée à côté de moi, perchée sur ses talons hauts. La circulation était terrible, merci d'avoir attendu. Elle a enroulé son bras autour de celui de Joshua, un geste intime, puis s'est tournée vers moi. Oh, Jessica, tu es là aussi. Quelle coïncidence. Joshua et moi, on discute de notre mariage ces derniers temps. Donne-moi ton adresse, et je demanderai à Joshua de t'envoyer un faire-part. En disant cela, elle s'est agrippée plus fort à Joshua, un sourire aux lèvres. Jessica, tu viendras à notre mariage, n'est-ce pas ? Chaque mot de Maria était comme une pierre qui s'enfonçait de plus en plus en moi. J'ai retenu ma respiration un instant. J'ai commencé à regretter de porter mon appareil auditif aujourd'hui. Mais j'ai quand même souri et dit, eh bien, félicitations à vous deux. Je ne serai pas au mariage. Je vous souhaite un mariage heureux et durable. Le silence s'est fait dans l'ascenseur. Une rafale de vent nocturne a sifflé à travers la fente de la fenêtre. Quelques secondes plus tard, Joshua a serré fermement la main de Maria. Il a dit « Merci. C'est ce que nous comptons faire. » Dans la salle privée, je me suis assise à côté de Lucie. J'ai expliqué. Il y a eu une tempête soudaine à la Willem et mon vol a été retardé. Lucie a tourné la tête et m'a regardée, lançant au hasard « Jessica. Tu t'accroches vraiment au passé. » Voyant que je ne comprenais pas, elle a montré mon oreille. Tu portes ces appareils auditifs depuis 10 ans. Combien de fois sont-ils tombés en panne et ont-ils été réparés ? Tu as probablement perdu le compte, non ? Elle a repris la parole avec une pointe d'insinuation dans la voix. Je me demande qui te l'a offert, pour qu'il soit si précieux. J'ai évité le regard de Lucie et j'ai bu une gorgée de thé. C'est juste une habitude. À ce moment-là, Jacques, qui discutait avec d'autres, m'a remarqué. Jessica, ça fait 10 ans qu'on ne t'a pas vue, tu n'as pas changé d'un poil. Il s'est approché de moi, une bière à la main. Tu es parti sans un mot à l'époque. On s'est inquiété pour toi. J'ai entendu dire que tu as quitté ton travail à la Willem, tu reviens t'installer à la villa ? J'ai hoché la tête. Juste au moment où j'allais répondre, une voix féminine a coupé court. Jessica, en revenant à la villa, tu ne trouveras probablement pas un bon travail, n'est-ce pas ? J'ai levé les yeux pour trouver la source de la voix. Maria était assise de l'autre côté de la pièce. À côté de Joshua. Elle a posé ses baguettes, soutenant son visage avec ses mains en me regardant. À l'époque, tu as abandonné tes études, tu n'as même pas eu ton bac. Maintenant, c'est dur de s'en sortir sans diplôme. Et puis, ta famille. Elle s'est interrompue, puis a changé de sujet. Laisse tomber, ne parlons pas de ça. Elle a sorti une carte de visite et l'a fait glisser sur la table avec ses doigts. Puis elle a fait tourner le plateau tournant pour qu'il s'arrête juste devant moi. Mon entreprise a un poste de superviseur du nettoyage de libre. Si tu ne trouves pas de travail, contacte mon assistante. L'atmosphère s'est soudainement glacée. Jacques a laissé échapper quelques rires gênés. Jessica, puisque tu es en retard, tu dois boire 3 verres. Il m'a servi un verre, jetant un coup d'œil aux célibataires autour de nous. Ou tu peux trouver un héros pour boire à ta place. J'ai levé mon verre, pas besoin, je peux le boire moi-même. Juste après, quelqu'un s'est levé. Le bruit des pieds de chaise raclant le sol. Des pas en chaussures de cuir qui se rapprochaient. La seconde d'après, un homme a frôlé mes doigts et m'a pris le verre. Je vais boire pour elle. Mec. Jacques, un peu ivre, a bredouillé. Au lycée, tu ne parlais même pas beaucoup à Jessica, et maintenant tu joues les héros pour elle ? Quelqu'un a ajouté. Ouais, Joshua, tu n'as pas peur que Maria soit jalouse ? J'étais assise là, entourée de gens qui me taquinaient. Regardant Joshua pencher la tête, sa pomme d'Adam bougeant rapidement, buvant la bière d'un trait. Il n'a rien dit. Il a juste attrapé la bouteille, s'est versé une 2e, puis une 3e bière. Je me suis laissée aller à mes pensées, me remémorant ce début d'été exceptionnellement chaud. Dans un amphi fermé à clé par un gardien. Paniquée sous un long bureau, j'étais avec Joshua. En manches courtes, nos bras se touchaient à cause de la nervosité. Il s'est penché, m'a mis un nouvel appareil auditif à l'oreille droite. Chaleur corporelle, battement de cœur. Chaque secret révélé à cet instant.
Avec le chant assourdissant des cigales à l'extérieur, Joshua a dit, le 3 mai, 14 heures. Je t'attendrai devant le musée des sciences. Il faut que tu sois là. Mais la fois suivante où j'ai revu Joshua. Il portait des baskets de luxe, marchant sur la mousse sale. Furieux, à ma porte, il demandait « Jessica, tu me prends pour une proie facile ?» Lui, toujours si confiant, avait les yeux rougis par de rares larmes. « Oui. » Je me suis tenue droite, ne voulant pas qu'il voie les taches de sang sur le sol à l'intérieur. J'ai ajouté « Pas seulement facile, tu es naïf aussi. » Si les événements qui ont suivi ne s'étaient pas produits. Je pense que je n'aurais jamais laissé Joshua savoir. Comment, des heures avant son arrivée, je me suis battue pour ma vie. Il n'aurait jamais su non plus. Quand j'ai composé le 112 avec des mains ensanglantées, je murmurais son nom dans mon cœur. Vers minuit, la soirée s'est terminée. Lucie m'a aidé à charger mes bagages dans le coffre de la voiture. Ton ancien appartement, c'est plus possible maintenant, pourquoi ne pas venir chez moi pour le moment? J'ai hoché la tête, je trouverai bientôt une location. En me dirigeant vers le côté passager, j'ai fouillé dans ma poche, avec l'intention de récupérer l'appareil auditif droit que j'avais enlevé plus tôt à cause du bruit. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il avait disparu. Il faut que je retourne chercher l'appareil auditif. Lucie s'est penchée par la fenêtre de la voiture, il est tard. Cherche-le demain. J'étais ferme, non, il est important pour moi. Alors dépêche-toi, j'attends ici. J'ai dit d'accord et je suis retournée vers le restaurant. Je ne savais pas. Ce qui m'attendait derrière cette porte était un gouffre profond et sans fin. Désolé, une erreur est survenue. Devant l'ascenseur, il y a ce grand réparateur avec un chapeau et un masque, le dos tourné vers moi. Il accroche une pancarte indiquant en maintenance. D'une voix rauque, il dit « Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez prendre les escaliers. » Je hoche la tête et le remercie, me dirigeant rapidement vers la cage d'escalier. En montant les marches, je n'arrête pas de penser à l'endroit où j'aurais pu perdre mon appareil auditif. Soudain, en arrivant à l'angle entre le 3e et le 4e étage, à travers mon appareil auditif gauche, j'entends quelqu'un derrière moi, qui suit mon rythme. J'accélère, il accélère. Je ralentis, il ralentit. Comptant jusqu'à 5 dans ma tête, j'accélère brusquement. La seconde d'après, quelqu'un m'attrape le bras et me plaque contre le mur. Une main calleuse se presse contre mon cou. Sous le clair de lune, je peux enfin voir. C'est le réparateur de l'ascenseur. Ses doigts se resserrent. L'étouffement est écrasant, comme si je me noyais dans une immense vague. Je veux crier à l'aide, mais aucun son ne sort. Ça fait 4 ans que je te cherche. L'homme me lâche, retire son chapeau et son masque, révélant un visage balafré. La cicatrice s'étend de son front jusqu'au coin de sa bouche, comme un scorpion. Tu te souviens de cette cicatrice? Ricane-t-il, me fixant intensément. Jessica. À l'époque, tu m'en as fait voir de toutes les couleurs. Je halète, murmurant un nom. Nick. Des bribes de souvenirs enfouis refont surface. Une route de montagne détrempée par la pluie. Une voiture d'occasion qui perd le contrôle et sombre dans la mer. Un autel funéraire avec la photo d'un homme d'âge mûr au milieu d'offrandes et de bougies. Dans une vieille maison sans lumière, une femme crie, suivie par les sirènes de la police. Les menottes au poignet de quelqu'un brillent d'un éclat argenté. Ah! Nick glousse froidement. Il m'arrache mon téléphone et le jette dans les escaliers. On vient de se retrouver, et tu veux déjà que j'y retourne? Jessica, quelle petite ingrate. Il sort un couteau de sa ceinture à outils. Tu t'es si bien cachée ces 4 dernières années. Pourquoi venir sur mon lieu de travail aujourd'hui? Il approche le couteau de moi. La lame effleure mon front, descendant lentement. Finalement, elle s'arrête au niveau de mon cœur. Jessica, la dette que tu as envers moi, il est temps de là. Au milieu de sa phrase, quelqu'un envoie Nick à terre d'un coup de pied. Choqué, je lève les yeux et vois le visage de Joshua. Il est comme un dieu descendu du ciel. Il dit « Jessica, sortons d'ici ». Tendant la main, à une fraction de seconde de toucher ses doigts. Joshua grogne alors que le couteau de Nick s'enfonce dans sa poitrine. Je presse rapidement sa blessure. Le sang s'infiltre entre mes doigts. En un rien de temps, sa chemise blanche devient rouge. Le sang goutte jusqu'à mes pieds. Joshua lève la main, essuyant mes larmes avec son pouce. « Pourquoi tu pleures ?» Il marmonne quelque chose d'autre que je ne comprends pas. J'ai attendu ce jour si longtemps. Puis Nick me lance un regard narquois. « Ce gamin. C'est de lui que tu étais amoureuse à l'époque, n'est-ce pas? Aujourd'hui, considère ça comme mon cadeau. » Sous le ciel nocturne épais,
Joshua et moi gisons dans une mare de sang. Sa main tremblante accroche mon doigt. Alors que ma conscience s'estompe. Je l'entends dire, si tu pouvais revenir en arrière, en 2014, près de ce vieux Sophora, Jessica, tu dois. La voix de Joshua se coupe brusquement. À sa place, une voix mécanique retentit. Hôte 002, vous avez été lié au système spatio-temporel. Mission principale obtenue, arrêtez Nick le 3 mai 2014. Le succès changera le futur pour vous deux. L'échec signifiera que vous serez effacé de cette ligne temporelle, comme l'hôte 001. La confidentialité du système et du futur est obligatoire, sous peine d'échec de la mission. Vous avez 2 chances. Bonne chance. Sur le moment. Je suis assise en classe, regardant Joshua marcher vers moi. Il s'arrête devant moi, assis dans la lueur du soleil couchant. Les rideaux bleus foncés flottent, projetant des ombres comme des vagues déferlantes. Dans l'amphi vide. Je parle d'une voix rauque, Joshua. On peut parler? C'est quelque chose que je n'aurais pas fait il y a 10 ans. Joshua s'arrête de ranger son sac, sans se retourner. Je sais de quoi tu veux parler. Sans me faire face, il dit doucement. Tu as été clair hier, pas besoin de te répéter. Hier? Je cherche dans ma mémoire les événements de la veille. Finalement, quelques images apparaissent. J'explique rapidement, j'ai dit ces choses parce que... Joshua se lève brusquement, me coupant la parole. Désolé, pas le temps maintenant. Il se dirige vers la porte sans un regard en arrière. C'est juste. Il est logique que Joshua m'en veuille. Après tout, hier encore, je l'ai si maltraité. Il y a un nouveau film qui sort aujourd'hui. Jessica, tu veux aller le voir avec moi? M'avait demandé Joshua au téléphone à l'époque. Je serrais mon téléphone si fort. Les bords me coupaient presque la paume. Je n'irai pas. Et je répondis froidement. Ne m'appelle plus. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Pourquoi? J'ai craqué, parce que je te déteste. Je te déteste vraiment, tu ne comprends pas? Pourquoi un mec riche comme toi voudrait aller au cinéma avec quelqu'un comme moi? Joshua a parlé rapidement, alors je serai en bas de chez toi, avec une lettre pour toi. Sans le laisser finir, j'ai raccroché. Puis je me suis tournée vers l'homme sur le canapé. Ça fait 3 ans. Nick, combien de temps comptes-tu encore me tourmenter? Nick, les jambes croisées, me regardait d'un air détendu. Jusqu'à ce que tu rembourses ta dette, Jessica, tu n'auras jamais la paix. Il a dit nonchalamment, après tout, tu me dois une vie. Mes pensées reviennent en arrière. Je me suis dirigée vers la fenêtre, regardant la silhouette de Joshua s'estomper dans le début du printemps. Cette fois, je vais changer l'issue entre nous. Jessica, as-tu remarqué que tu agis bizarrement ces derniers temps? Quelques jours plus tard, pendant la pause déjeuner, Lucie s'est assise en face de moi avec son plateau repas, plissant les yeux. Bizarre? J'ai avalé une bouchée de riz. Non, je ne pense pas. Oh, allez, tu ne penses pas? S'est exclamée Lucie, en piquant une de mes côtelettes de porc. La bouche pleine, elle a ajouté. La façon dont tu parles à Joshua, j'ai cru que tu étais possédé ou quelque chose comme ça. Elle parlait de ce qui s'était passé ce matin-là. Joshua ne me prêtait toujours aucune attention, alors j'avais élaboré un plan. À ce moment-là, je me suis approchée du bureau de Joshua, un cahier à la main. Il portait des écouteurs filaires et regardait un livre. Joshua, j'ai tapoté doucement du bout des doigts sur son bureau, il y a un problème que je ne comprends pas. Tu as le temps de m'aider? Comme prévu, Joshua n'a pas réagi, tournant même la page suivante. Après avoir attendu quelques secondes de plus, je me suis retournée pour partir. Juste à ce moment-là, le silencieux Joshua a soudainement levé la tête et a appuyé sur mon cahier. Quel problème? A-t-il demandé à voix basse. Devant Joshua se tenait la version de Jessica qui avait traversé les épreuves du monde du travail et appris à avancer en reculant. J'ai baissé la tête. Ne t'inquiète pas, je demanderai à Jacques. Joshua a fait comme s'il n'avait pas entendu, a rangé ses écouteurs emmêlés dans sa poche, puis a regardé le problème écrit sur mon cahier. Il a dit, Jacques ne connaîtra pas celui-ci. Il n'y a que moi qui le connais, et il m'a regardé, mot pour mot. Tenant mon stylo avec une posture impeccable, sa pression laissait une écriture nette et forte, imprimée sur le papier doux. Regarde cette formule, a-t-il dit. Je me suis légèrement appuyée sur le bureau, me penchant pour voir où pointait son stylo. Du coin de l'œil, j'ai vu les cils de Joshua battre rapidement. Ma queue de cheval haute a glissé avec mon mouvement, des mèches frôlant la main de Joshua. L'encre bleue est soudainement devenue plus foncée. D'une voix plus grave, Joshua a continué. Tu dois t'entraîner encore quelques fois sur ce genre de problème. Ce type de problème nécessite de l'analogie. J'ai répondu d'un d'accord.
Le stylo dans ma main était encore chaud, mais Joshua s'était déjà éloigné, se replongeant dans son livre. Je me suis soudain souvenu du Joshua de 2024, calme et posé, les manches retroussées révélant des avant-bras habitués à tenir des pinceaux, plein d'une allure masculine mature. Totalement différent de ce qu'il était en 2014. Par exemple, à ce moment précis, je me suis redressé et j'ai dit doucement « Joshua, ton livre est à l'envers ». Mi-avril, la ville a accueilli la saison des pluies. Ce soir-là, pour éviter la pluie, j'ai sprinté jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Juste au moment où je poussais la porte, j'ai entendu le bruit familier d'un trousseau de clés dans le couloir. Jetant un rapide coup d'œil, j'ai vu une femme en robe bleu ciel à la porte du premier étage, tournant les clés pour l'ouvrir. Jessica est de retour, a-t-elle souri en me regardant, sa voix aussi douce que dans mes souvenirs. J'ai hoché la tête et me suis approchée. Tante Linda, vous êtes revenue de voyage. Depuis mes 9 ans, après avoir été adoptée et avoir déménagé dans cet immeuble, elle me tendait toujours une bouteille de lait parfaitement tiède avant que je parte à l'école. Quand je rentrais, elle prenait mon sac à dos et me faisait goûter ses dernières créations pâtissières. À son annulaire, il y avait une bague en diamant, mais elle vivait toujours seule. Certains voisins bavardaient dans son dos, prétendant qu'elle était entretenue par un homme riche et vivait dans ce complexe délabré pour éviter les soupçons. D'autres disaient qu'elle se promenait dans son appartement en jupe, cherchant clairement à séduire les hommes et à briser des familles. J'étais une personne timide, évitant toujours la confrontation. La première fois que je me suis disputée avec quelqu'un, c'était à cause de tante Linda. Ma voix tremblait alors que j'essayais de la défendre, pour me heurter à « Quelle femme décente porte des jupes qui exhibent ses mollets tous les jours ?» J'ai vu cette voiture de luxe s'arrêter sous votre immeuble de nombreuses fois. Ce jeune homme en costume, n'est-ce pas la preuve qu'elle est entretenue? Et ses cheveux, tout bouclés comme ça ne fait pas très convenable. Oui. Si un homme la siffle, elle ne se fâche même pas. On voit bien qu'elle aime ça. À l'époque, je ne comprenais pas. Pourquoi les femmes devraient-elles se laisser dicter par les autres ce qui est décent ou non? Pourquoi leur caractère devrait-il être jugé par des étrangers? De toute évidence, elles n'avaient rien fait de mal. Ce sont ceux qui jugent les femmes par la longueur de leur jupe, l'audace de leur maquillage, la couleur de leurs cheveux ou l'heure à laquelle elles rentrent le soir qui sont en faute. Devant moi, tante Linda a sorti un bonbon White Rabbit de son sac, a naturellement enlevé l'emballage et me l'a tendu. « Merci, tante », et je dis en esquissant un sourire amer. Si je me souvenais bien, le jour où un homme en état d'ivresse a causé l'accident qui a tué tante Linda était après-demain. Tante, et je hésitais, commençant à parler. En fait, à mi-chemin, je me suis souvenu de la règle du système. Ne révéler son existence ou l'avenir à personne, sous peine d'échec de la mission. Alors, pour changer le destin de tante Linda, j'ai choisi une manière qu'elle trouverait plus acceptable. Je peux lire les lignes de la main, et je dis « Incroyable, Jessica », a dit tante Linda, surprise. « Tu peux lire les miennes ?» Elle a tendu sa main droite vers moi. Oui, et je marmonnai en regardant sa paume. « Votre ligne de mariage, de carrière et de vie sont toutes lisses, mais vous pourriez rencontrer des problèmes après-demain. Mais ne vous inquiétez pas. Je me suis souvenu des nouvelles d'il y a 10 ans sur l'accident de voiture. Évitez simplement la zone près du cimetière de West Mountain après-demain, et tout ira bien. D'accord, a hoché la tête tante Linda. Je t'écouterai. Alors que la douceur du bonbon se répandait sur ma langue, je suis devenue soudainement incertaine. Tante Linda croira-t-elle vraiment ce que je dis? Puis-je vraiment changer son destin? Pendant notre cours optionnel de psychologie expérimentale, Joshua a endossé le rôle de délégué de classe, rassemblant une pile de rapports d'expérience pour les emmener au bureau. Je me suis levée, je me suis approchée de lui. C'est lourd. Laisse-moi t'aider. Joshua a un peu hésité. Pas besoin, a-t-il dit. Avant qu'il ne puisse refuser, j'ai attrapé environ la moitié des rapports de ses bras. Nos doigts se sont effleurés une fraction de seconde. J'ai fait semblant de ne pas remarquer et me suis rapidement détournée. À quelques pas de la porte, j'ai pris une profonde inspiration, me préparant pour la suite. Alors que je levais mon pied droit, sur le point de franchir le seuil, bam. De l'eau sale et granuleuse a éclaboussé mon visage, me trempant de la tête aux pieds. À travers mon appareil auditif, j'ai entendu le bruit de l'eau et la voix de Maria, pleine de fausses excuses et presque amusée. Devant la porte, elle a posé le seau et s'est approchée. « Tu es sortie trop brusquement, je ne t'ai pas vue. Jessica, tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas ?» Lucie, derrière moi, a eu un hoquet de surprise. « Jessica, tes vêtements. » J'ai baissé les yeux. Le tissu fin me collait à la peau, trempé. Mes sous-vêtements étaient clairement visibles. Je n'ai pas paniqué. Car cette scène était identique à celle que j'avais vécue il y a 10 ans. Mais cette fois,
Joshua était là. La seconde suivante, une veste est tombée sur ma tête de nulle part, me couvrant entièrement. Je pouvais sentir l'odeur réconfortante de la lessive. À travers la veste, j'ai entendu Joshua jurer à voix basse. Puis il a dit avec colère, « Maria, si tu t'en prends encore à Jessica, je me fiche de sauver les apparences avec ton père. » Debout près de moi, Joshua a demandé doucement, « Jessica, tu m'entends ?» J'ai hoché la tête. Puis il a dit, « Sortons d'ici. » Mon cœur s'est emballé. Il avait dit la même chose 10 ans plus tard. J'ai senti la main de Joshua saisir une manche de la veste, me guidant doucement, en faisant attention de ne pas me toucher. Attention à la marche. À travers l'ouverture au bas de la veste, le sol en pierre grise défilait. Nous avancions, l'un derrière l'autre. Jusqu'à ce que je voie des marches en pierre. Merci pour tout à l'heure. Dans le pavillon du lac, derrière le terrain. J'ai rendu sa veste à Joshua. La fin d'avril était fraîche à Villa. Une brise a balayé le lac, apportant une fraîcheur qui m'a fait frissonner. J'ai entendu un léger soupir. Joshua a pris la veste et l'a redrapée sur moi. Il a maladroitement noué les manches devant moi. Garde-la pour l'instant. Et ne t'inquiète pas pour ce qui s'est passé, j'aurais aidé n'importe qui. Ces mots ont enserré mon cœur comme un filet invisible, provoquant 1000 petites douleurs. Elles se sont rassemblées au bout de mes doigts. J'ai serré les poings. Je laverai ta veste et te la rendrai. Je me suis retournée pour partir. Jessica a appelé Joshua derrière moi. Je me suis retournée, attendant qu'il continue. Joshua a évité mon regard, fixant le lac. Les partiels approchent. Bonne chance. Il s'est raclé la gorge et a touché maladroitement son nez. Je sais que tu ne m'aimes pas, il n'y a aucune autre signification à ce que je dis. N'y pense pas trop. Soudain, je me suis souvenu de mon moi d'il y a 10 ans. N'osant jamais regarder Joshua directement. Peur qu'il ne voie l'insécurité dans mes yeux. L'observant seulement de dos. Son profil concentré pendant les cours. Le mouvement de sa main quand il prenait des notes. Comment il somnolait sur son bureau, fronçant les sourcils quand le soleil frappait son visage. Mais maintenant, je regardais Joshua droit dans les yeux. Avant que je ne m'en rende compte, mon corps a agi de lui-même. J'ai descendu les 5 marches de pierre du pavillon. Me tenant devant Joshua, j'ai dit, « Moi non plus, je ne sous-entends rien. » J'ai imité son préambule avant de passer légèrement la paume de ma main dans ses cheveux. « Je trouve juste que tu ressembles un peu à un chiot golden retriever. Super mignon. » Joshua est resté figé quelques secondes. Au-delà du pavillon, j'ai vu Lucie courir vers nous. « Jessica, je t'ai enfin trouvée. Il y a un problème, il faut que tu reviennes. » Quand je suis arrivée, j'ai vu Maria debout près de mon bureau, tenant mon sac. Mes affaires étaient éparpillées sur le sol. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai fendu la foule des curieux, me tenant devant le désordre. « L'argent de la caisse de la classe pour le festival d'art a disparu », a dit Maria en jetant mon sac de côté. « Je te soupçonne de l'avoir pris. Tu l'as trouvé ?» Et je demandai froidement. Mon calme a décontenancé Maria un instant. « Non, mais ça ne prouve pas que tu n'es pas la voleuse. Tu aurais pu le cacher ailleurs, maligne comme tu es. » Oui, et je hochai la tête. Je ne suis pas seulement maligne, je connais aussi beaucoup de secrets. Sous le regard de Maria, je me suis penchée et lui ai chuchoté à l'oreille. Quand j'ai fini de parler, les yeux de Maria se sont écarquillés. « Comment sais-tu tout ça ?» Une nuit de 2024. Un article a fait le buzz en ligne. Le groupe de la ville a été accusé d'activités illégales, entraînant le groupe Sunrise dans le scandale. Des sources ont révélé que le PDG de Sunrise, Henry, aurait tenté de transférer des actifs à un enfant illégitime à l'étranger. Selon les informations, l'épouse de Henry est la fille unique de l'ancien PDG. Elle a épousé Henry, et ils ont une fille ensemble. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à Villa. L'action du groupe Sunrise a chuté du jour au lendemain, les menant presque à la faillite. J'ai raconté à Maria tous les détails sordides du mariage de son père. En ce moment, elle me fusille du regard, menaçante. « Si tu oses raconter ça, Jessica, je te le ferai payer. » J'ai gloussé, l'imitant. « Tu peux toujours essayer pour voir si je le ferai, Maria. Mais tu ferais mieux de ne plus me chercher des noises. » Un soir où la météo annonçait de fortes pluies, la petite chambre était d'une chaleur insupportable. Après avoir ouvert la fenêtre, je me suis allongée sur le lit pour profiter de la brise. Je ne sais pas combien de temps a passé, mais j'ai commencé à m'assoupir et j'ai rêvé de choses d'il y a des années. Quand je suis arrivée à Villa pour la première fois, il pleuvait aussi. La vieille maison n'avait pas de lumière, juste la faible lueur de l'extérieur. Un caractère de bonne fortune en papier délavé était sur la porte, un coin battant au vent.
Une vieille chaîne stéréo jouait en continu un opéra avec des grincements. Un homme d'âge mûr était assis sur le canapé, me souriant. Il a dit qu'il s'appelait Mike et a ajouté « À partir de maintenant, c'est ta maison ». Il était élégamment vêtu d'une chemise, d'un pantalon et de lunettes à monture argentée, l'air cultivé, totalement différent de la vraie facette de lui que j'ai découverte plus tard. J'ai tourné la tête dans la direction qu'il indiquait. Là se tenait un garçon de mon âge. « C'est ton frère, Nick. À partir de maintenant, nous sommes une famille. » Soudain, la scène a changé. J'étais dans une salle d'interrogatoire, les lumières vives me faisaient mal aux yeux. Plusieurs officiers en uniforme étaient assis en face de moi. L'un d'eux a pris la parole. « Votre père a-t-il agi étrangement avant l'accident ?» Sa voix résonnait d'une manière surnaturelle. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais le rêve a de nouveau changé. Une médecin légiste marchait devant, me conduisant à la morgue. Sur une table éclairée par une lumière froide et argentée gisait Mike, sans vie. Son corps était couvert d'un drap à partir du cou, ses cheveux tombants. Des gouttes d'eau formaient une flaque sur le sol en dessous de lui. Décédé, Mike. Date du décès, 3 mai 2011. Cause, perte de contrôle sous une pluie battante, la voiture a plongé dans la mer, noyade. Je regardais en silence. Soudain, l'eau claire sur le sol est devenue rouge sang, se propageant rapidement, formant une brume de sang massive qui s'enroulait autour de mon cou. Je me suis réveillée en sursaut. Je pouvais faiblement entendre des pleurs à l'extérieur de la fenêtre. Des voisins en pyjama étaient en bas et parlaient avec tristesse. Quelle tragédie. L'ambulance est venue, mais il était trop tard. Mes pas se sont arrêtés entre le premier et le deuxième étage. La porte de chez tante Linda était entr'ouverte. Plusieurs hommes d'âge mûr vêtus de noir accrochaient un drap de deuil à la porte. Mais je me souvenais distinctement qu'aucun accident de voiture n'avait été mentionné dans les informations de ce soir. Juste à ce moment-là, un jeune homme à l'entrée m'a remarqué. Il s'est approché. « Vous êtes Jessica, n'est-ce pas ? Je suis Ken, le neveu de la dame d'ici. Ma tante parlait souvent de vous. » Derrière lui, le salon était rempli de monde. J'ai tout de suite repéré une photo sur la table basse. Tante Linda regardait gentiment l'appareil photo, ses yeux doucement plissés par un sourire. J'ai hésité avant de parler. « Tante, elle. » Ken semblait savoir ce que je voulais demander. Il a baissé la tête, parlant doucement. « Ma tante a eu un enfant qui est décédé et qui est enterré au cimetière des collines de l'Ouest. Aujourd'hui était censé être le jour où elle visitait la tombe. Mais pour une raison quelconque, elle a décidé de ne pas y aller et a voulu se promener au bord du lac à la place. Au lac, elle a vu une fille se noyer et a sauté pour la sauver. Ils ont ramené la fille sur le rivage, mais ma tante. Je pensais pouvoir changer le destin de tante Linda. Bien qu'elle ne soit pas allée au cimetière ni n'ait fait face à l'accident, elle est morte de manière inattendue le même jour. J'avais l'impression que le destin me mettait en garde. Tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas y résister. Tu dois juste l'accepter. La nuit tombée, j'errais sans but. La bruine d'antan s'était transformée en averse. Un son de système longtemps absent a retenti à mes oreilles, toujours sans émotion. OTN 002 détecté avec une fluctuation émotionnelle significative. Vous avez l'option de continuer ou de mettre fin à la tâche. Je me suis arrêtée, j'ai répondu sans hésitation, je choisis de mettre fin. Mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que je connaissais par cœur. Je l'avais secrètement composé et effacé d'innombrables fois au fil des ans. J'ai répondu, et la voix de Joshua est parvenue. « Jessica, c'est moi. » Je sais, et je répondu. Il a demandé à nouveau. « Tu es au pont de la villa ?» Au moment où il parlait, il y a eu un bruit sourd, comme quelqu'un qui ferme une portière de voiture. La respiration de Joshua est devenue nettement plus rapide. Il a dit d'une voix basse et ferme, « Jessica, regarde derrière toi. Si je pouvais choisir un moment de ma vie à revoir avant de mourir, ce serait celui-ci. » Alors que Joshua terminait sa phrase, je me suis retournée. Ma vue était remplie de la faible lueur jaune des lampadaires. À cet instant, les gouttes de pluie ont pris forme, tombant du ciel, une par une. Un vieux lampadaire défectueux s'est allumé par intermittence au moment où j'ai aperçu Joshua. Il était baigné d'une lumière chaude, marchant d'un pas décidé vers moi. Conscient que l'appel était toujours en cours, les respirations pressées mais régulières de Joshua filtraient à travers le téléphone et jusqu'à mes oreilles. J'ai regardé Joshua se rapprocher jusqu'à ce que nous nous tenions à quelques centimètres l'un de l'autre. Il a ouvert un parapluie noir, le tenant haut au-dessus de moi. J'ai baissé les yeux, j'ai remarqué son épaule trempée par la pluie, et j'ai soudain réalisé que, pour mon mois de 2014, Joshua était comme une pluie. Au début, elle tombait légèrement,
et je l'avais à peine remarqué. Mais à un moment donné, j'étais complètement trempée, sans aucune échappatoire. « J'ai quelque chose pour toi », a dit Joshua, en fouillant dans son manteau et en sortant une boîte. Il l'a ouverte pour révéler un appareil auditif tout neuf. Il me semblait familier. Juste au moment où il levait la main pour placer l'appareil dans mon oreille, le temps a semblé s'arrêter. Chaque son autour de moi est devenu plus net. La pluie frappant le sol, le vent balayant le lac, les voitures qui passaient à toute vitesse. Et puis il y a eu le son de Joshua qui appelait mon nom. « Jessica, joyeux anniversaire », a-t-il dit, sur le chemin du retour. Joshua marchait quelques pas devant moi. Devant nous, une ruelle étroite nous attendait. Il a plié son parapluie et l'a accroché au guidon de son VTT, accompagné du doux vrombissement des roues qui tournaient. Une voix du système a retenti. « Hôte, quel est votre choix ?» J'ai suivi Joshua de près, la tête baissée, en pensant, je choisis de continuer. Le système est resté silencieux quelques secondes. « C'est la seule chance que vous avez de choisir. Êtes-vous sûr ?» a-t-il demandé. « Oui, j'en suis sûr », ai-je répondu. Étonnamment, le système a soupiré et a dit. Le premier hôte a également choisi de continuer et a fini par être effacé. Le premier hôte ? J'ai levé les yeux vers la silhouette blanche de Joshua devant moi. Quelle était sa tâche ? Alors que Jessica était sur le point d'atteindre la fin de la ruelle, elle a demandé à nouveau. Quelle était la tâche du premier hôte ? Mais quand elle a dit au revoir à Joshua et est retournée à sa maison vide, le système est resté silencieux. À l'origine, en mai 2014, Jessica s'était enfuie, effrayée, pour monter dans un train vers la Willem. À partir de ce moment, elle n'a plus jamais contacté Joshua. Parfois, elle entendait parler de lui par Lucie. Joshua a excellé à ses examens, se classant premier de sa promo. Il a obtenu son diplôme sans encombre et a choisi d'étudier à l'étranger. 10 ans se sont écoulés. En 2024, Instagram était devenu l'un des principaux moyens pour les gens de rester en contact. D'innombrables jours et nuits, Jessica se retrouvait sur le profil Instagram de Joshua, son pouce planant au-dessus du bouton d'envoi de demande d'amis, avant de quitter l'application comme d'habitude. Alors maintenant, quand Jessica a terminé sa routine matinale et a vu une demande d'amis sur l'écran de son téléphone, c'est Joshua, elle a marqué une pause. En abaissant la serviette qu'elle utilisait pour se sécher les cheveux, elle a ouvert son profil Instagram. L'arbre sur sa photo de profil lui semblait étrangement familier. Dès qu'elle a accepté la demande, un message de Joshua est apparu. Il y a une exposition spéciale au musée le 3 mai. Si, juste si, tu es libre, tu veux y aller avec moi ? Jessica a jeté un coup d'œil au calendrier sur son bureau, réalisant enfin que le cauchemardesque 3 mai n'était que dans 2 jours. Son téléphone a de nouveau vibré, c'était Joshua. « Oups, mauvaise personne », a-t-il envoyé. « C'est mon chat qui a envoyé ça, n'y fais pas attention. » Je lui ai donné une leçon. « Mon compte a été piraté, faites attention aux arnaques. » On a failli me voler mon téléphone, et le voleur a supprimé des conversations. Ils ne t'ont rien envoyé, j'espère ? D'accord, je l'admets. J'ai l'air normal, mais en fait je suis somnambule. Oublie ce que j'ai dit avant. Bon, je me rendors. Jessica a gloussé et a regardé l'écran. Joshua était de nouveau en train d'écrire. Elle a répondu rapidement, bien sûr, allons-y ensemble. Un Joshua endormi a répondu instantanément, alors, le 3 mai, 14 h. Je t'attendrai à l'entrée du musée. À bientôt. Après s'être souhaité une bonne nuit, Jessica a ouvert son journal d'appel et a trouvé un contact enregistré sous le nom de frère. Le téléphone a sonné longtemps avant d'être décroché à la dernière seconde. Elle est allée droit au but. Tu te souviens quel jour est le 3 mai, n'est-ce pas ? Tu ne veux pas que je te rembourse ce que je te dois ? Viens ce jour-là, j'ai quelque chose pour toi. Sans attendre de réponse, elle a mis fin à l'appel. Puis, elle a fouillé dans son sac, sortant un papier plié en carré de la poche la plus profonde. Le destin était scellé, et elle l'avait accepté. Mais cette fois, elle était déterminée à changer le destin par ses propres moyens. Le 3 mai, Jessica s'est réveillée tôt. Après s'être rafraîchie, elle s'est agenouillée devant sa garde-robe et a fouillé au fond jusqu'à ce que ses doigts touchent quelque chose de froid, un cadre photo en métal. À l'intérieur se trouvait une photo de sa famille. Sur la photo, Jessica et son père adoptif, Mike, étaient assis sur le canapé. Debout derrière eux, rayonnant de la même énergie juvénile que Joshua, se tenait Nick. 10 ans plus tard, c'est la main de Nick qui tenait un couteau, mais à l'époque, elle reposait sur l'épaule de Jessica. Au moins à ce moment-là, les trois semblaient être une famille aimante. Mais plus tard, pendant la veillée funèbre de Mike, Nick a demandé « Jessica, papa était si bon avec toi. Pourquoi l'as-tu tué ?» Son ton assuré a même fait douter Jessica.
Son père adoptif était-il vraiment bon avec moi? Quand elle était petite, un mauvais médicament l'a rendue sourde. Elle était aussi une fille qui avait grandi dans un orphelinat. À 9 ans, Mike l'a adoptée, l'emmenant à Villa. Ses souvenirs de l'éducation de Mike étaient uniques. Tous ses vêtements et ses affaires étaient des choses que Nick ne voulait plus. Mike enjolivait la situation. Traverser des épreuves fait de toi une meilleure personne. C'est pour ton bien. À une rentrée scolaire, le professeur principal a annoncé que tout le monde devait payer pour de nouveaux uniformes, mais seule Jessica ne l'a pas fait. Elle se tenait dans le couloir, portant un vieil uniforme mal ajusté, tandis que ses camarades en uniforme neuf passaient à côté d'elle. Mike était indifférent, les vêtements et les chaussures ne veulent rien dire. Les notes montrent la valeur d'une personne. Au prochain examen, obtiens la note parfaite, comme ton frère. Il y a eu de nombreux cas similaires. Alors, Jessica a dit, il n'était pas bon avec moi. Nick a haussé la voix, il a si bien pris soin de toi, il t'a discipliné. Bien sûr, il était strict. Mais n'était-ce pas tout pour ton bien? Sinon, papa n'aurait pas eu cet accident à cause de toi. À ce moment-là, Jessica voulait s'échapper et retourner à l'orphelinat. Cette nuit l'a été orageuse. Mike dînait avec des amis en banlieue quand il a soudain reçu un appel de Nick disant que Jessica avait disparu. Il avait bu quelques verres. À cause de l'alcool, ses mains tremblaient alors qu'il cherchait ses clés à tâtons. Une fois la voiture démarrée, il a serré le volant et a conduit sur la route de montagne cahoteuse. À mi-chemin, le volant a soudainement mal fonctionné. La voiture a perdu le contrôle, a percuté un autre véhicule et a plongé dans l'océan en contrebas. Si seulement tu avais écouté et n'avais pas causé de problème, papa n'aurait pas eu cet accident. Nick a tout mis sur le dos de Jessica. Il a dit, « Jessica, tu es une meurtrière. » Et pour cela, il a tourmenté Jessica pendant 3 ans. Il a même essayé de la poignarder au cœur le 3 mai 2014, l'anniversaire de la mort de Mike. Si Jessica ne s'était pas défendue, tailladant le visage de Nick avec le poignard et se cachant dans sa chambre pour appeler la police, elle n'aurait pas vécu pour voir ce jour avec Joshua. Avant d'être emmené par la police, Nick a menacé mot pour mot, « J'ai lu ton journal intime. » Joshua, c'est ça? Jessica, je te suggère de t'enfuir loin. Ne me laisse pas te retrouver. Sinon, tant que je serai en vie, tu n'auras pas une belle vie. Y compris ce Joshua. Sortant de ses souvenirs, Jessica est entrée dans le salon et a placé la photo de famille à l'endroit le plus visible. Elle savait que c'était le meilleur outil pour exaspérer Nick. Puis elle a reçu un appel. « Tu es là? D'accord, merci d'attendre en bas. Je descends dans 20 minutes. » Après avoir raccroché, Jessica a levé les yeux vers un coin caché du plafond, confirmant que la lumière rouge y clignotait. Elle avait besoin d'une raison. Une raison pour que Nick n'apparaisse plus jamais devant elle et Joshua. Quelques secondes plus tard, il y a eu un ding-dong. La sonnette a retenti. Même si elle était mentalement préparée, en voyant le visage de Nick, Jessica a instinctivement retenu sa respiration. Elle a essayé de garder une voix stable pour ne pas éveiller les soupçons. « Frère !» En entendant cela, Nick a froncé les sourcils. Il n'a pas répondu, franchissant le seuil pour entrer dans le salon. La lumière changeante à travers la vitre s'est projetée sur la photo de famille, le faisant s'arrêter brusquement. « Pourquoi as-tu mis ça ici ?» Dans la cuisine, Jessica a versé une tasse de thé chaud et s'est dirigée vers Nick, la tenant dans ses mains. Son ton était désinvolte. « C'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui, alors je l'ai sorti. » Aucune autre raison. Alors qu'elle se rapprochait de Nick, la peur a envahi son cœur. Elle a instinctivement voulu reculer. Mais le thé était trop plein, et quelques gouttes se sont renversées de la tasse, atterrissant sur le dos de la main de Nick. Il a baissé les yeux sur sa main, demandant d'une voix froide. « Tu as peur de moi ?»« Oui, j'ai peur », a répondu Jessica honnêtement. Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge sur le mur. Heureusement, les 20 minutes étaient presque écoulées. Puis Nick a remarqué la robe aux couleurs vives de Jessica. « Tu sais que c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui, et pourtant tu portes des couleurs si vives ?» Avant de répondre, Jessica a serré la main derrière son dos en un point pour se soutenir. Un homme qui a fait toutes ces mauvaises choses et qui est mort, n'est-ce pas une raison de se réjouir? Crash! Nick a fracassé la tasse aux pieds de Jessica. Les morceaux cassés lui ont coupé la cheville, et le sang a commencé à suinter. Jessica, c'était ton père. Il t'a sorti de l'orphelinat et t'a donné un foyer. Tout ce qu'il a fait, c'était pour ton bien. Et toi? Comment l'as-tu remercié? Nick a crié, s'avançant menaçant vers Jessica. Sa grande main s'est de nouveau refermée sur son cou. Paniquée, Jessica a lutté pour sortir son téléphone de sa poche, mais Nick l'a remarqué.
Il a attrapé le téléphone de son autre main et l'a jeté dans l'aquarium derrière elle, l'eau bouillonnant alors qu'il coulait. Avec le reste d'air dans sa gorge, Jessica a croassé. « Remercier ? Comment pourrais-je le remercier après ce qu'il m'a fait ?» Remarquant que la pression sur son cou se relâchait un peu, Jessica a élevé la voix. « Je sais que ces 3 dernières années, tu m'as torturée, tu m'as harcelée, juste pour me faire m'excuser auprès de Mike. Pour que je dise que j'ai eu tort d'être faible, ingrate, de m'être enfuie. » À ce moment-là, elle sentait qu'elle avait le dessus, forçant l'adversaire dans ses derniers retranchements. « Mais je ne suis pas désolée. Et franchement, j'aurais aimé que Mike meure encore plus tôt. » Sous le même toit pendant des années, elle savait exactement comment provoquer Nick. La seconde suivante, comme Jessica l'avait anticipé, ses doigts se resserrèrent à nouveau autour de son cou. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une voiture était garée là où il ne pouvait pas la voir, portant les mots hôpital psychiatrique de la villa. C'était le seul et le plus efficace moyen auquel Jessica pouvait penser. Juste au moment où elle pensait qu'elle allait suffoquer, il y eut des bruits devant la porte. Finalement, la porte s'est ouverte. Mais au lieu de la police, plusieurs médecins en blouse blanche se sont précipités à l'intérieur. L'un d'eux a crié à la sécurité derrière, « Le patient est extrêmement instable. Il représente un danger, soyez prudents. » Puis quelques hommes forts ont agi à l'unisson, maîtrisant les bras de Nick. Haletant pour de l'air frais, Jessica n'a pu s'empêcher de tousser. « Désolée, docteur. Je pensais descendre bientôt, mais vous voyez, mon frère a eu une autre crise. » Le médecin a jeté un coup d'œil à Nick, puis à Jessica, chuchotant. « Nous soupçonnons que votre frère souffre de TPP, un trouble de la personnalité paranoïaque, mais il doit être admis pour une observation et un traitement plus approfondi. Heureusement, vous nous avez donné une clé à l'avance et avez dit que si vous ne répondiez pas au téléphone, nous devrions entrer en force. Sinon, qui sait ce qui aurait pu arriver ?» Dans le couloir étroit et délabré, les cris de Nick résonnaient de toutes parts. Jessica écoutait, le visage sans expression. Après tout, au cours des dernières années, elle avait entendu beaucoup de ces vilaines paroles et s'y était habituée. Nick résistait toujours comme un fou devant elle. Mais c'était inutile. Ce que le médecin avait vu, ainsi que les images que Jessica avait cachées dans le plafond, étaient les preuves les plus solides. Dans le couloir de l'hôpital psychiatrique, une infirmière a tendu des papiers à Jessica. « Un membre de la famille doit confirmer, puis nous pourrons admettre le patient », a dit l'infirmière. Un membre de la famille. En entendant cela, Jessica a marqué une pause. En réalité, Nick avait un autre membre de sa famille, sa mère biologique. Hier encore, Jessica avait appelé la mère de Nick. « Je m'en fiche », avait répondu froidement la femme, au milieu des pleurs d'un bébé. « Fais juste en sorte qu'il ne dérange pas ma vie. » À partir de ce moment, Jessica est devenue, d'une certaine manière, le seul membre de la famille de Nick. Avant de partir, elle est allée voir Nick une dernière fois, conduite par le personnel médical. Dans la chambre, Nick frappait aux portes et aux fenêtres, criant « Jessica, comment oses-tu me piéger ? Quand je sortirai d'ici, je te tuerai. Et ce Joshua dont tu parles dans ton journal. Aucun de vous deux n'aura une vie tranquille. » Quand ces crises survenaient, il était extrêmement agité. Voyant cela, le médecin a appelé la sécurité pour le maîtriser. À l'extérieur de la chambre, Jessica a parlé doucement. « Frère, ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur ta guérison ici. Je viendrai te voir souvent. » Pour l'instant, cependant, elle avait quelqu'un de plus important à voir. Leur rencontre avait été retardée de 10 ans. Après avoir remis la carte mémoire de la caméra de surveillance au médecin, Jessica a quitté l'hôpital et s'est tenue au bord de la route, jetant un coup d'œil à sa montre. Elle avait passé plus de temps à l'hôpital que prévu. Maintenant, il ne lui restait que 20 minutes avant son rendez-vous avec Joshua. Elle a hélé un taxi, musée des sciences et techniques, s'il vous plaît. Le chauffeur a remarqué son visage anxieux et a appuyé sur l'accélérateur. À mi-chemin, Jessica a pensé, oui, sa chance était toujours mauvaise. De l'hôpital au musée, il y avait 10 carrefours, et à chaque fois, elle a eu un feu rouge. Elle a appuyé son front contre la vitre, regardant les chiffres rouges décomptés à partir de 50. Finalement, le taxi a redémarré. Mais il a à peine avancé de quelques mètres avant de se retrouver coincé. Plusieurs bus et passagers qui descendaient bloquaient complètement la route. Le chauffeur s'est renseigné et a découvert qu'aujourd'hui, c'était la sortie scolaire de l'école primaire expérimentale de la ville au musée des sciences et techniques. « Mademoiselle, on dirait que ça va prendre un moment », a dit le chauffeur. « Je descends ici », a répondu Jessica, en lui tendant le prix de la course. Avec le jour férié du 1er mai, les rues étaient bondées. De nombreux touristes venus d'ailleurs étaient venus voir la mer. Jessica n'arrêtait pas de s'excuser en se faufilant dans la foule, puis elle a couru à perdre haleine.
Elle est finalement arrivée au musée juste à l'heure. Haletante, elle a regardé autour d'elle mais n'a vu aucun signe de Joshua. Juste au moment où elle allait l'appeler, elle s'est souvenue que son téléphone avait été plongé dans un aquarium par Nick. Peut-être qu'il s'était manqué, pensa-t-elle. Alors, elle a fait le tour du musée, s'arrêtant et cherchant. Elle s'est finalement retrouvée sous le sophora. Elle s'est accroupie, le visage enfoui dans ses genoux. Soudain, une brise a soufflé. Le bruissement des branches de l'arbre a atteint les oreilles de Jessica à travers son appareil auditif. Puis, un bourdonnement semblable à un court-circuit est venu de l'appareil. Elle était sur le point de vérifier s'il était défectueux. Mais sa main s'est figée en l'air. Devant elle, le sophora se prélassait sous le soleil de l'après-midi, projetant des ombres dansantes sur le sol. Et là, il y avait Joshua, debout dans l'ombre, la fixant droit dans les yeux. Nos regards se sont croisés. Il a levé les mains et a signé avec fluidité et aisance. Mais parce que Jessica avait couru si fort, il y avait un goût métallique dans sa gorge, et elle a manqué quelques détails. À ce moment-là, elle ne faisait que regarder Joshua. Sa langue des signes disait « Jessica, je t'attends depuis si longtemps. Je suis content que tu sois venue. » En rentrant à nouveau avec Joshua, Jessica se sentait différente. Elle avait arrêté Nick, accompli sa mission principale de retourner en 2014. Elle n'avait pas eu à quitter la villa et avait rencontré Joshua sous le sophora. Donc l'avenir devrait changer comme le système l'avait dit, n'est-ce pas? Pourtant, inexplicablement, Jessica trouvait que Joshua semblait soucieux. Juste à ce moment-là, ils passèrent devant un magasin de CD qui jouait une chanson d'amour sombre. La voix envoûtante chantait « La pluie persiste entre le ciel. C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons. » En entendant les paroles, Joshua ralentit jusqu'à s'arrêter. Prenant soudain la parole, il dit « D'un point de vue physique, peut-être que les gens sont éternels. » Jessica leva les yeux vers lui. Ceux qui partent deviennent des parties élémentaires de l'univers, des molécules, des atomes, se réassemblant sous une nouvelle forme autour de vous. Ils peuvent être le vent, la pluie, une montagne, les saisons. Ou peut-être le sophora, vous offrant un abri. Joshua gloussa doucement. Mais si c'était moi, je préférerais être tes vêtements, ta bague, ou peut-être ton lit. Il baissa la tête, ses yeux perdus dans le vague. Quoi qu'il en soit, nous nous reverrons, n'est-ce pas? Jessica se mordit la lèvre. Il y a 10 ans, elle avait obstinément pensé que même sans amour, même seule, elle pourrait vivre une belle vie. Mais sur son chemin prédestiné, une variable nommée Joshua est arrivée avec ce printemps. Elle a commencé à changer, n'étant plus tout à fait elle-même. La façade solide qu'elle avait construite a commencé à s'effriter petit à petit. Puis un jour, quelque chose a jailli en elle, comme du bois mort qui prend racine et germe. Malgré tous ses efforts pour le réprimer, ce bois mort s'est transformé en un arbre immense, plein de jeunes pousses vertes. À partir de ce moment, Jessica ne pouvait plus vivre sans le printemps. Elle se souvint soudain de quelque chose que Nick avait dit un jour. « Jessica, tu es comme moi. Nous ne sommes que des rats vivants dans les égouts, pleins d'insécurité et de noirceur. » Ça l'a frappée, Nick avait raison. Elle était peu sûre d'elle, et c'est pourquoi elle avait manqué Joshua en 2014. Elle était sombre, c'est pourquoi elle est retournée en 2014. Elle voulait que cet homme, gracieux comme une grue, reste toujours dans son été. Joshua, je me fiche vraiment de savoir si les gens peuvent vivre éternellement. Elle a commencé à avancer en parlant. Je ne veux pas savoir si après la mort, nous nous transformons en molécules et en atomes. Je ne veux même pas te croiser dans l'univers après notre mort. Jessica s'est tenue à côté de Joshua, puis s'est arrêtée devant lui. Avec détermination dans la voix, elle a dit « Parce que je veux t'aimer de mon vivant ». Dès qu'elle a fini de parler, Jessica a regardé Joshua et ses yeux se sont écarquillés de peur. Sa main pendait à son côté, l'air étrange, comme si elle devenait transparente. « Toi, comment peux-tu être ?» À court de mots, elle a essayé d'attraper sa main, mais ses doigts ont traversé l'air, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Joshua a soupiré. « Jessica, regarde-moi. » Elle a docilement levé son regard. Sous les faibles lumières de la rue, sa taille, ses bras et son cou s'estompaient. Instinctivement, Jessica a tendu la main pour toucher le côté de son visage, comme un chaton essayant de réveiller son bien-aimé juste avant de le perdre. Mais elle n'a senti que l'air frais du soir sous ses doigts. Voyant sa détresse, Joshua a froncé les sourcils. Il y a quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire. Pourtant, alors qu'il essayait de parler, aucun son n'est sorti. Juste avant que ses mains ne deviennent complètement transparentes, il a signé « Jessica, bonne année 2024 ». Finalement, ses yeux, qui avaient été fixés sur Jessica, ont également commencé à s'estomper.
La panique s'est emparée de Jessica alors qu'elle essayait d'étreindre Joshua, mais ses bras n'ont trouvé que le vide. Elle est restée là, figée, oubliant même de pleurer, fixant simplement l'endroit où Joshua avait été. Puis tout a tourbillonné, et le bruit a rempli son appareil auditif, des voix, des instruments qui bipaient, et elle s'est évanouie. Quand elle s'est réveillée, tout était blanc, et quelqu'un lui a secoué le bras. « Jessica, tu es enfin réveillée. » Elle a reconnu après quelques secondes, c'était Lucie. Lucie a appuyé sur le bouton d'appel sur le mur. « Attends un peu, le médecin arrive. » Il a fallu un moment à Jessica pour comprendre les mots de Lucie, comme un nouveau-né dans un monde étrange. Finalement, elle a réalisé qu'elle était dans une chambre d'hôpital. D'une voix rauque, elle a demandé « Pourquoi suis-je ici ?» Lucie a ajusté sa couverture. « Tu t'occupais de Joshua. »« Joshua ? Où est-il » Jessica s'est redressée rapidement, ignorant la perfusion. « Toujours pareil », a répondu Lucie avec patience, habituée aux réactions de Jessica. « Jessica, tu ne t'es pas reposée correctement en t'occupant de lui. Si tu continues comme ça, tu vas t'effondrer avant que l'affaire ne soit résolue. » Une affaire ? Le cœur de Jessica s'est mis à battre la chamade. C'est à propos de Nick ? A-t-elle demandé, hésitante. Lucie a hésité. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ? Il est dans un hôpital psychiatrique depuis des années, tu te souviens ? Juste au moment où elle finissait, un reportage s'est échappé du téléphone d'un patient dans le lit voisin. Récent meurtre en série, informait la voix du journaliste. Joshua, qui a été blessé en protégeant sa fiancée, est en soins intensifs. Toute personne ayant des informations est priée d'aider la police à attraper l'agresseur. Jessica s'apprêtait à demander à Lucie la date quand une infirmière est passée en courant à l'extérieur, criant « Docteur Henry ». L'oxygène sanguin du patient est en dessous de 60%. Le médecin s'est précipité, quel lit ? Soins intensifs 14, Joshua. Devant la salle d'urgence, Jessica se tenait contre le mur avec le soutien de Lucie. Le temps s'est écoulé dans un flou jusqu'à ce que la lumière rouge au-dessus de la porte s'éteigne. Un jeune médecin s'est approché d'elle. Heure du décès, 22 février 2024, 2h14 du matin. Toutes mes condoléances. Jessica a répété ces mots en silence, comprenant leur signification. Même en retournant en 2014 pour arrêter Nick, elle n'avait pas changé l'avenir. Joshua était quand même mort. Alors qu'elle se tournait pour partir, le docteur Henry l'a arrêtée. Il a laissé un message pour vous, à propos d'un arbre au musée des sciences. L'hôpital n'était pas loin du centre-ville. 1 heure plus tard, Jessica a pris un taxi pour le musée, pour trouver ses portes en verre poussiéreuses et verrouillées par des chaînes rouillées. Le musée des sciences animées de 2014 était, en 2024, abandonné. Vous n'êtes pas d'ici ? Un vieil homme qui passait s'est arrêté pour parler. Vous avez mal choisi votre moment. Cet endroit ne rouvrira plus. Pourquoi ? A demandé Jessica. Projets municipaux, a expliqué le vieil homme en faisant un geste circulaire. Ils vont en faire une zone commerciale, avec des centres commerciaux et des restaurants pour les jeunes comme vous. Il a montré les environs comme pour indiquer tous les changements à venir. Jessica a regardé dans la direction que le vieil homme indiquait. Il y avait un panneau là, montrant les plans de construction pour le réaménagement de la zone. Et les magasins qui ouvriraient sur ce terrain une fois la construction terminée. Jessica a immédiatement repéré le nom de restaurant familier, le Mystère. À ce moment-là, le grand-père a secoué la tête et a soupiré. C'est juste dommage pour ce vieux Sophora. Maintenant, il va être déraciné aussi. En entendant cela, Jessica s'est retournée. L'arbre n'avait pas l'air très différent de ce dont elle se souvenait. Ses branches faisaient toujours ce bruit de bruissement quand le vent soufflait. Mais Joshua n'était plus là. Jessica s'est approchée de l'arbre. Quelques ouvriers du bâtiment étaient assis là, leurs outils éparpillés sur les marches en pierre à proximité. Son regard s'est déplacé vers la droite. Jessica a vu une boîte, couverte de terre, qui lui semblait très familière. Clic, elle a ouvert la boîte et en a sorti une lettre soigneusement pliée. En la dépliant avec précaution, l'écriture familière a rempli sa vision. « Jessica, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Quand j'ai écrit ceci, tu somnolais à côté de moi, dormant profondément. Peut-être parce que j'ai ramené tes fruits préférés après le travail aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as même parlé dans ton sommeil, marmonnant « Joshua, je t'aime vraiment beaucoup. » Jessica, il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas été honnête. Quand tu as demandé si nous serions ensemble pour toujours, j'ai dit oui. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le 12 février, est mon dernier jour dans cette ligne temporelle. Dans environ une demi-heure, quelque chose va se passer. Je ne sais pas ce que ce sera cette fois.
Mais je te protégerai. Je ne laisserai rien t'arriver. À ce stade, un bourdonnement a rempli les oreilles de Jessica. Puis, une scène a flashé dans son esprit. Cela semblait être le réveillon du Nouvel An. La maison était chaleureusement éclairée. À table, elle et Joshua préparaient des raviolis. « Fais attention quand tu manges, ne l'avale pas », lui a rappelé doucement Joshua. Il avait l'habitude de mettre des pièces lavées dans les raviolis. En ces 10 années, c'était toujours Jessica qui trouvait la pièce. Oh, Jessica a sorti une pièce de sa bouche. Joshua lui a souri, tu vois ? Ma Jessica a toujours tellement de chance. Mais en réalité, Jessica savait. Joshua marquait le ravioli avec la pièce. Quand ils étaient cuits, il choisissait ce ravioli spécial et le plaçait dans le bol de Jessica, souriant en attendant qu'elle le trouve. Dans la scène finale, il y avait un faire-part de mariage sur la table de chevet. Les noms des mariés, Jessica et Joshua. 12 février. Seulement 10 jours avant la date prévue de leur mariage. Mais le 22 février, ils étaient séparés par la vie et la mort. Jessica a regardé la dernière ligne de la lettre. Jessica. Bonne année 2024. Elle a soudainement réalisé. Leur amour avait toujours été dans des lignes temporelles différentes. En 2014, Joshua aimait secrètement Jessica. Mais Jessica ne le savait pas. En 2024, Jessica veillait tard, parcourant secrètement le compte Twitter de Joshua d'innombrables fois. Mais Joshua ne le savait pas. En 2014, lors de son premier voyage dans le temps, Joshua s'est assis dans une gare bondée. Il a passé toute la nuit avec Jessica, attendant son train, et l'a regardé partir pour la Willem à l'aube. Mais Jessica ne le savait pas. En 2024, travaillant sans relâche pour réussir à la Willem, Jessica a pris son premier jour de congé pour se précipiter à l'exposition d'art de Joshua. Elle s'est cachée dans la foule, le regardant de loin. Mais Joshua ne le savait pas. À travers toutes les lignes temporelles, ils n'ont cessé de se manquer. Hôte 002, c'est votre dernière chance. Jessica a soigneusement rangé la lettre. Alors, quelle est la mission de l'hôte 001 ? A-t-elle demandé. Le système a marqué une pause de quelques secondes. Puis sa voix habituellement monotone a eu un léger tremblement. La tâche de l'hôte 001 est de rester loin de Jessica et de changer son destin funeste. Mais les 2 fois, il a choisi d'être près de vous. Jessica a hoché la tête. J'utiliserai ma dernière chance pour l'aider à accomplir sa mission. Encore une fois, la même sensation de vertige. Mais cette fois, quand Jessica a ouvert les yeux. Elle a calmement regardé autour d'elle et s'est retrouvée allongée dans la chambre de sa vieille maison. La fenêtre était à moitié ouverte. Dehors, il y avait des vendeurs de petits déjeuners qui criaient et des enfants qui riaient dans la cour du voisin. Elle s'est assise, regardant le calendrier sur le bureau à sa droite. Le papier fin a flotté avec la brise et s'est reposé. 26 août 2012. Le jour où elle a rencontré Joshua pour la première fois. Dans son souvenir, elle s'était réveillée en retard à cause d'un cauchemar. Malheureusement, son premier cours était avec le professeur réputé pour sa sévérité. Elle s'est dépêchée de se préparer, a enfilé des vêtements et s'est précipitée dehors. À ce moment-là, pour gagner du temps, elle a pris le raccourci derrière le jardin du bonheur. Mais elle ne s'attendait pas, alors qu'elle était sur le point de tourner le dernier coin. A percuté accidentellement quelqu'un qui poussait un VTT, une collision frontale. Maintenant, de retour à ce jour. Jessica a tranquillement pris son petit déjeuner, a pris son temps pour se préparer et s'est habillée lentement. Elle pensait que, tant qu'elle évitait ce moment et ce chemin, elle ne tomberait pas sur Joshua, ne le rencontrerait pas du tout. Il y avait des milliers d'étudiants sur le campus. Quelqu'un comme Joshua, un étudiant brillant, ne remarquerait pas quelqu'un comme elle. Et ne finirait pas par sacrifier tant de choses pour la sauver des années plus tard. Quand l'horloge a sonné 9 heures, Jessica s'est enfin préparée à partir. Elle a descendu le dernier escalier. Elle a levé les yeux et a été stupéfaite. L'entrée de l'immeuble était grande ouverte. La lumière chaude du soleil se déversait sur le sol moussu. Debout là se tenait une silhouette familière. En entendant le bruit, il a tourné la tête. Ses yeux aussi vifs que dans ses souvenirs. Jessica. Ça fait longtemps, a dit Joshua avec un sourire. Fin. Épilogue, Joshua. Lors de la réunion des anciens en 2024. Maria venait de sortir des toilettes et a repéré Joshua près du mur. Elle a laissé échapper un petit rire. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te sens mal après ce que j'ai dit sur Jessica ? Joshua lui a lancé un regard froid. Dans notre accord. Et je jamais dit que tu pouvais te moquer de Jessica comme ça ? Maria a croisé les bras. Toi et moi, on avait un accord, tu te souviens ?
Tu voulais que je fasse semblant d'être ta petite amie devant Jessica. Mais ensuite, tu n'as pas pu t'empêcher de la protéger des vers. Quel est ton plan, Joshua? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Sa question a laissé Joshua sans voix. Parce qu'elle avait raison. Ils avaient bien conclu cet accord. C'était au début de l'année. Le lendemain de l'explosion du scandale du groupe en ligne, Joshua a contacté Maria pour la première fois. « Tu as du temps demain? Retrouvons-nous » a-t-il demandé. Maria était surprise. Elle pensait que Joshua pourrait être son dernier espoir. Mais au restaurant, elle ne pouvait cacher sa confusion. « Alors, tu veux que je joue ta petite amie à la réunion? » « Oui. » La réponse de Joshua a été brève. Il n'aurait pas contacté Maria si ce n'était pour la tâche du système. « Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que ça m'apporte ?» a demandé Maria. Joshua l'a enfin regardée, comme s'il négociait avec une PDG. « Je sais que ta mère n'a rien fait de mal. Ton grand-père a bâti cette entreprise, et ton père en a pris la plus grande partie. Maintenant, elle est presque en faillite. Accepte mon accord, et j'aiderai ta mère à devenir la dirigeante du groupe Smith. » Maria a accepté. Jusqu'à ce qu'elle quitte le restaurant, le système a demandé « Hôte, les données montrent que vous avez un faible pour Jessica depuis 10 ans. Pourquoi conclure un tel accord ?» Joshua a pensé « Pour accomplir ma mission, bien sûr. Si Jessica me voit avec Maria, elle me détestera. Et alors, si je ne peux pas m'empêcher d'aller vers elle, elle m'ignorera. De cette façon, je ne mourrai pas pour elle. » Plan parfait. Joshua a pris une gorgée de son café américain glacé, en souriant. Le système est resté silencieux quelques secondes. « Êtes-vous sûr que ce n'est pas pour éviter que Jessica se sente coupable si vous mourrez ?» Joshua a levé sa tasse, remarquant « Ce café américain glacé est vraiment glacé. » Maria s'est avérée être une partenaire commerciale assez fiable. De retour à la maison, Joshua a vu son message dans le groupe de discussion. La présence de l'un de nous deux suffit. Il s'est allongé sur son lit, faisant défiler tous les messages du groupe. La personne avec la photo de profil de Golden Retriever n'était pas apparue, comme d'habitude. Soudain, son téléphone a vibré, un numéro inconnu l'appelait. « Allô, qui est ce ?»« C'est Lucie. » Il se souvenait de Lucie, c'était l'amie de Jessica à l'école. Avant qu'il ne puisse demander pourquoi elle appelait, Lucie a sauté sur l'occasion. « Jessica a le béguin pour toi depuis 10 ans. » Son cœur a raté un battement. Doucement, il a répondu « Je sais. »« Tu sais? Pourquoi ferais-tu » a commencé Lucie, mais n'a pas fini. Joshua a compris la question. « J'aime Jessica, mais je veux qu'elle vive bien. » Les mots se bousculaient dans sa gorge. Mais il s'est retenu. Les règles du système étaient strictes, ne rien révéler aux autres. Pas encore, du moins. Échouer à la mission pourrait lui coûter la vie. Après avoir mis fin à l'appel, Joshua a jeté son téléphone de côté et a enfoui son visage dans l'oreiller, espérant dormir. Bonne nouvelle, il s'est endormi. Mauvaise nouvelle, il a rêvé de Jessica. Dans son rêve, il a revécu leur première rencontre. Enfourchant son nouveau VTT, il a jeté un coup d'œil à ses baskets neuves, puis un cri surpris a retenti. En levant les yeux, il a percuté Jessica. Elle était assise par terre, quelque chose est tombé de son oreille, a roulé et s'est arrêté au pied de Joshua. Un appareil auditif usé. Un peu endommagé par la chute. Avant qu'il ne puisse s'excuser, Jessica l'a attrapé et s'est dépêchée de partir, son visage rougi restant dans son esprit. Leur première rencontre n'a pas été géniale. La deuxième fois, ils étaient dans un amphi. Joshua, attirant les regards dès son entrée, s'est dirigé droit vers la place de Jessica. Il a pris le siège devant elle. « Salut encore », l'a-t-il salué, se retournant nonchalamment. Il a remarqué les marques de ruban adhésif étanche sur l'appareil auditif de son oreille droite, et un sentiment de malaise l'a envahi. Fin 2023, le patron de Jessica l'a convoqué dans son bureau. Voici 200 billets pour une exposition d'art. Distribue-les aux collègues. Un artiste inconnu doit essayer de se faire un nom. Jessica a ramené les billets à son bureau sans un mot. Elle a envoyé un message billet gratuit pour une expo d'art disponible, à prendre à tout moment au groupe de discussion du travail avant de se remettre à ses heures supplémentaires. Le collègue à côté d'elle a pris un billet, commentant « Une expo qui dure jusqu'à 23 heures ? Qui est l'artiste, au fait ? Laisse-moi voir, il s'appelle Joshua. » Les mains de Jessica, qui tapaient rapidement, se sont soudainement arrêtées. Elle a rapidement attrapé un billet. Le slogan dessus disait « Exposition solo de Joshua. Ça fait longtemps, je t'attendais. » Ensuite, elle a pris son téléphone et son portefeuille, a éteint son ordinateur et a rapidement quitté le bureau en courant. Ses collègues étaient tous stupéfaits.
N'avait-elle pas travaillé tard jusqu'à 23 heures presque tous les soirs pendant plus d'un an pour cette promotion? Demain était le dernier jour de la période d'évaluation, et pourtant elle osait sécher le travail aujourd'hui? L'exposition d'art de Joshua était divisée en plusieurs galeries. Mais la plus grande n'avait qu'un seul tableau. Sur une toile haute comme la moitié d'une personne, il y avait des fleurs de jasmin peintes en bleu et blanc. Certaines étaient en fleurs, d'autres étaient fanées. Son titre était écrit à la main dans le coin inférieur droit, Lettre d'amour secrète. À ce moment-là, Jessica a pensé que peut-être Joshua aimait vraiment Maria profondément. Même ses œuvres étaient remplies de jasmin, liées à son nom. Mais en fait, elle avait oublié. 10 étés auparavant, elle et Lucie étaient assises dans le pavillon au bord du lac, mangeant des glaces. « Jessica, as-tu une fleur préférée ?» Ce n'est qu'après que Jessica a fini sa glace qu'elle a répondu doucement, « Le jasmin, je suppose. » Les jasmins sont d'un blanc pur. Quelles que soient les épreuves qu'ils traversent, ils ne se souillent jamais. C'est pourquoi j'aime les jasmins. Dans un coin de l'exposition, quelqu'un a regardé Jessica s'approcher du tableau, s'arrêter, puis partir. Quelqu'un à proximité a demandé, « Joshua, c'est pour ça que tu as choisi d'organiser l'exposition à la Willem ?» Joshua a hoché la tête et a fait un geste en direction de l'endroit où Jessica était partie. « Qu'en penses-tu ? La fille que j'aime, elle est géniale, non ?» Jason a levé les yeux au ciel et a demandé, « Tu l'aimes depuis 10 ans, pourquoi ne pas le lui dire ?» Joshua a tourné la tête, regardant vers le tableau de jasmin. « Je l'aime. C'est mon affaire. Elle ne devrait pas avoir à être troublée par mes sentiments. Je veux juste qu'elle soit heureuse, qu'elle soit en vie, c'est tout. » Finalement, Joshua a regardé Jason. « N'es-tu pas pareil avec ton Anna ? Ne fais pas l'indifférent maintenant. Un jour, tu pourrais même mourir pour elle. » Plus tard, ces paroles sont devenues une prophétie. Extra, Linda. Quand Linda se noyait dans les eaux froides du lac North Harbor, elle n'avait pas beaucoup de pensées. Elle flottait au gré du mouvement du lac, sentant une crampe dans son mollet. Respirer devenait de plus en plus difficile. Elle pouvait penser à de moins en moins de gens et de choses. Mais en réalité, elle était une excellente nageuse et aurait pu facilement regagner le rivage pendant le moment crucial. Mais elle ne l'a pas fait. Alors que sa conscience s'estompait, Linda a inexplicablement pensé à la petite fille nommée Jessica qui vivait au 3e étage. Elle portait un uniforme scolaire terriblement mal ajusté, toujours déchiré et sale par endroits. Son sac à dos était vieux et jauni. Jusqu'à la mort de Linda, elle n'avait jamais vu la jeune fille sourire. Son cœur se serrait, alors elle lui a acheté un sac à dos avec un motif de princesse pour le donner à Jessica. Mais de manière inattendue, cette nuit-là, Jessica a frappé à sa porte en pleurant. « Tante, voilà le sac à dos. » Linda était confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Il est cassé ? » « Non. » Jessica a secoué la tête, puis a dit « Mon père a dit que je portais un vieux sac à dos pour apprendre à vivre dans la pauvreté afin d'apprendre à être économe. » Linda a juré tout bas dans son cœur. Elle a levé la main, remettant le sac à dos dans les bras de Jessica. « Tu vis cette vie juste pour expérimenter la pauvreté et l'économie ? Tante te l'a donné, alors garde-le. D'ailleurs, n'as-tu pas dit que tu aimais le sac à dos ? » a demandé Linda. Jessica a baissé la tête. « Non, tante, je ne l'aime pas. » Mais Linda a clairement vu la petite fille serrer fermement les bretelles du sac à dos. Ses articulations étaient rouges à force de trop serrer. Puis un jour, la petite fille habituellement silencieuse est devenue quelque peu différente. Jessica a pris la main de Linda, regardant sérieusement les lignes de sa paume. « Tante, votre ligne de mariage, de carrière et de vie semble toute lisse. » À ce moment-là, Linda a souri doucement et a dit « Tante te croit. » Mais seule Linda savait que la jeune fille ne connaissait pas la chiromancie. Parce que son mariage, sa carrière, n'avaient jamais été lisses. Et maintenant, même sa vie allait bientôt se terminer. En pensant à cela, Linda a souri avec autodérision. Elle avait rejoint l'équipe de natation de la ville à 13 ans. Tous les entraîneurs disaient qu'elle était une nageuse née, faite pour nager. Si elle continuait à travailler dur et à s'entraîner, elle pourrait représenter l'équipe de la ville dans les compétitions nationales, peut-être même internationales. Mais alors, une nuit pluvieuse. Linda se tenait devant l'entraîneur principal, la tête baissée, soumettant sa démission. « Y as-tu vraiment bien réfléchi ?» L'entraîneur principal s'est approché de Linda, lui touchant doucement la joue. « Mon enfant, je sais que les choses ont été difficiles à la maison dernièrement. Mais en arriver là, tu sais combien d'efforts tu as fournis. Plus important encore, en tant que femme, j'espère que tu pourras atteindre une plus grande scène. Ne pas abandonner ta carrière prometteuse pour ce qui se passe à la maison. » L'entraîneur principal, habituellement succincte, a parlé sans relâche à Linda. « Coach, j'ai besoin d'argent. »
Linda a répondu avec cette seule phrase. Si vous demandiez à Linda ce qu'elle regrettait le plus dans la vie, elle répondrait certainement ainsi. En 2020, je n'aurais pas dû monter sur ce bateau de croisière. Même si je l'avais fait, je n'aurais pas dû entrer dans cette chambre. Ou même si j'y étais entrée, je n'aurais pas dû accepter la proposition de cet homme. Dans sa vie, Linda a eu plus d'un ou deux regrets. Dans une vie qui n'a pas été exactement longue ni courte, le moment qui l'a le plus tourmenté s'est produit ce jour-là. Elle tenait la main de Coco, se promenant au bord du lac Northport. Elle a levé les yeux et l'a vu se tenir non loin de là. Vêtu d'un costume, grand et mince. Il portait une bague en diamant éclatante à son majeur gauche. À côté de lui se tenait le premier amour de Linda, dont elle n'avait entendu parler que par ouï-dire et qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Malgré son demi-tour rapide, l'enfant que tout le monde croyait disparu depuis longtemps a quand même été remarqué. Quant à ce qui s'est passé ensuite, Linda s'interdisait rarement d'y penser. De plus, elle était pratiquement sur son lit de mort maintenant. Inutile de ressasser des choses qui ne peuvent être changées. Dans ces derniers moments, Linda s'est soudain souvenue qu'elle n'avait pas fait de vœu d'anniversaire depuis des années. Alors pourquoi ne pas en faire un maintenant? Félix. S'il y a une autre vie, ne nous rencontrons plus. Bonus. Nick. En 2024, Nick fêtait sa 10e année à l'hôpital psychiatrique de la Villa. Ce matin-là, un nouveau patient est entré dans le service, transportant quelques effets personnels après avoir passé des tests psychologiques et des examens de base. On lui a attribué le lit à côté de celui de Nick. Ces dernières années, grâce au traitement, les rechutes de Nick étaient devenues plus rares. Ainsi, lorsque le nouveau gamin blond l'a salué, Nick a juste hoché la tête en retour, ne voyant plus chaque personne comme une menace. Nick a même entamé la conversation. « Tu as quel âge ?» Après avoir remis son téléphone à l'infirmière, le garçon a répondu en revenant. « 18 ans, je viens de finir le bac. »« Comment ça s'est passé ?» a demandé Nick. « Je l'ai complètement raté. » Le garçon a alors demandé à Nick. « Et mec, tu as passé le bac à l'époque ?» Aussi pointilleux que cela puisse paraître, Nick ne s'est pas fâché et a instinctivement pensé à sa propre année d'examen. Lors du rassemblement de motivation un mois auparavant, le proviseur l'avait fait monter sur scène en tant que représentant de la classe de terminale pour faire un discours. À l'époque, les professeurs étaient certains que Nick entrerait dans une grande université et ferait honneur à l'école. Il lui avait même dit « On compte sur toi pour organiser une fête de fin d'année pour nous ». Finalement, il n'y a pas eu de fête de fin d'année car Nick n'est pas entré dans une grande université. En fait, il n'a même jamais passé les examens. Parce que le lendemain du rassemblement, sa sœur s'est enfuie et, en la cherchant, son père a eu un accident et s'est noyé. Ramené au présent, Nick n'a offert aucune réponse, faisant semblant de dormir sur son lit d'hôpital. Le silence s'est fait dans le service. Après un moment, Nick s'est réellement senti somnole, et il a rêvé de Jessica à 9 ans. Elle avait été ramenée à la maison par Mike de l'orphelinat, lui tenant timidement la main et l'appelant frère. Puis la scène a changé pour le jour où Jessica avait besoin d'un nom légal. « Donne un nom à ta sœur », a dit Mike. Après y avoir réfléchi, Nick a finalement décidé « Appelons-la Jessica ». Nick espérait que Jessica pourrait avoir un avenir merveilleux. Quand Nick n'était encore qu'un nourrisson, Mike a divorcé de sa femme. L'accord verbal entre les deux était que Mike garderait l'enfant. La mère pourrait lui rendre visite à tout moment, et en retour, l'enfant porterait son nom de famille, Sue. Cependant, le lendemain de la signature des papiers, Mike a ramené Nick dans sa ville natale, la Villa, sans laisser de traces, coupant tous les liens avec son ex. La manière dont Mike a élevé Nick pourrait se résumer en une phrase « Qui aime bien châtie bien ». C'était une vérité que Mike a défendue pendant des décennies, car c'est ainsi que le grand-père de Nick l'avait élevé. Mike croyait que cette méthode était la bonne, pensant même qu'il s'en était bien sorti lui-même. Écouter son père et ne jamais remettre en question ses décisions était précisément ce qu'il souhaitait pour Nick. Bien que légèrement différent du grand-père de Nick, Mike ajoutait toujours sa propre touche à la fin de chaque sermon. « Si papa te discipline, c'est pour ton bien. Je suis celui qui t'aime le plus au monde. Je ne te ferai pas de mal. J'ai tout sacrifié pour toi, ne me déçois pas. Je souffrirai n'importe quelle épreuve pour toi. » Comme il le souhaitait, Nick était obéissant, comme un robot programmé pour suivre tous les ordres de Mike. Pour Nick, Mike était le père qui abandonnerait tout pour son enfant. Pour les voisins, Mike était un homme doux, dévoué à sa famille et à ses enfants. Nick ne comprenait donc pas pourquoi Jessica insistait pour retourner à l'orphelinat. Ainsi, il croyait que Jessica était la cause profonde de tous les malheurs. Nick a continué de rêver. Soudain, une voix, qu'il n'avait entendue que dans les films de science-fiction, a résonné à son oreille. Liaison avec le système de voyage dans le temps 003. Retour au 3 mai 2011.
Tâche principale, empêcher l'accident de Mike changeait l'avenir. L'échec de la mission entraînera l'effacement de cette ligne temporelle. Pris de vertige, Nick a rouvert les yeux, se retrouvant devant un restaurant de nuit en périphérie de la villa. Il a reconnu l'endroit. Avant l'accident de Mike, c'était là qu'il avait dîné. À travers une fenêtre, Nick a repéré Mike. Son père portait toujours une chemise, un pantalon et des lunettes. Nick a fait un pas à l'intérieur. À ce moment-là, Mike était assis dos à la porte, sirotant de la bière et bavardant avec des amis. Le volume était parfait pour que Nick puisse entendre. Vous me demandez à quoi ça sert d'avoir une fille ? Eh bien, il y en a plein. Nick ne se souvenait pas comment il s'était retrouvé à l'extérieur du restaurant. Au moment où il a repris ses esprits, il se trouvait devant la voiture de Mike. Quelques secondes plus tard, il a ouvert le capot. Après avoir abandonné l'école, Nick avait travaillé dans un garage, apprenant tout d'un patron généreux qui voyait en lui un grand potentiel. « Tu as du talent, on peut à peine dire qu'une voiture a été modifiée », avait dit le patron. Finalement, Nick se tenait sur la côte accidentée. Regardant la voiture dans laquelle il avait voyagé d'innombrables fois être englouti par les vagues jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Dans la nuit épaisse, quelqu'un a soupiré. L'instant d'après, quelque chose est tombé dans la mer. Il y a eu des ondulations, puis le calme est revenu.